tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Les rencontres philosophiques de Monaco sont de retour pour une nouvelle saison. Cette année, le thème sera consacré au corps. Le Printemps des Arts 2017, que peut-on dire de cette prochaine édition qui se déroulera du 17 mars au 8 avril? Réponse dans ce journal. Donner aux jeunes le goût d'entreprendre, voilà ce qui était proposé à des élèves du lycée Albert Ier. Un sac pour la vie, la distribution et la vente des sacs en plastique sont interdites en principauté. Des sacs réutilisables sont distribués dans les foyers monégasques. Jusqu'à dimanche, des journées sous le signe de l'alimentation biologique vous sont proposées sur le quai Antoine Ier ainsi qu'au Monte Carlo Beach. Et enfin, le Monte Carlo One Drop Extravaganza, un tournoi de poker unique qui a débuté ce vendredi au casino de Monte Carlo. Un tournoi avec un droit d'entrée d'1 million d'euros dont une partie ira au profit d'une action caritative. Les nouveaux rendez-vous philosophiques. Nous avons suivi cette manifestation tout au long de l'année dernière. Eh bien, les rencontres philosophiques de Monaco sont de retour pour une nouvelle saison. Alexandra Pagny a rencontré les 4 membres fondateurs. Ils reviennent notamment sur ce qui les unit dans cette aventure. Après avoir dialogué autour du thème de l'amour l'an dernier, c'est autour de la question du corps que s'orienteront les réflexions de cette seconde édition des rencontres philosophiques de Monaco. Parler du corps aujourd'hui me semble être une interrogation qui touche absolument tout le monde, parce que nous allons parler du corps qui souffre, du corps handicapé, du corps augmenté, du corps esthétique, du corps érotique. Donc personne ne peut dire que le corps qui souffre, moi ça m'est égal. Mais en même temps, c'est une des grandes questions de la philosophie, une des grandes questions qui, aux marges et au cœur de la philosophie à la fois. Des ateliers philosophiques qui seront toujours proposés dans divers lieux de la Principauté, une fois par mois, d'octobre à avril. Le comité a réussi à réunir cette fois-ci encore d'éminents philosophes et spécialistes. Ces rendez-vous mensuels sont nés d'une volonté commune des 4 membres fondateurs à faire partager leur amour pour la philosophie au grand public. On a l'impression quand même qu'il y a un certain enthousiasme, en tout cas du public, et c'est vrai qu'on a eu un public très fidèle, c'est-à-dire qu'il y a notamment, pas seulement auprès des lycéens, mais on a vraiment un public qui nous soutient, qui revient à chaque fois. Donc on a senti qu'il y avait vraiment un engouement de découvrir ce qui allait se passer cette année. Donc ça nous touche énormément qu'on ait pu créer cette fidélité avec un public et on sent qu'il y a un enthousiasme. Mais il y a aussi, ça bouscule aussi, puisque on aborde parfois des sujets difficiles avec des intervenants qui parfois ont une certaine complexité. Donc c'est pas toujours facile. Pas toutes les rencontres sont reçues de la même façon. Et puis certains vont aimer une intervention et moins aimer la suivante. Mais ça fait partie aussi de ce qu'on veut proposer, c'est-à-dire une variété, qui n'est pas un seul discours ou une seule manière de faire de la philosophie, mais que le public puisse être en contact avec des philosophes, des scientifiques, des personnalités très différentes. Et ça, c'est important. Puis cette fidélité du public nous a confortés dans une idée à laquelle nous tenions beaucoup, qui est celle de la continuité. Oui, nous n'avons pas organisé des événements, un événement, une fois pour toutes, et le lendemain, tout ferme. Ça dure presque un an, avec une suite, avec des approches différentes. Donc le fait que les gens viennent et reviennent, nous ont confirmé que la philosophie, c'est aussi une méditation continue sur le long terme. Et c'est pas simplement le plaisir qui est réel et tout à fait légitime d'entendre une fois quelqu'un. C'est une histoire que nous avons initiée, on aimerait l'amener assez loin. Vous nous avez interrogé sur notre dialogue. Je crois que très très tôt, nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité ou sur l'envie d'instaurer une institution et une tradition. Et je crois que ça, c'était très très important. Très très tôt, nous nous sommes dit que nous ne voulons pas organiser des événements, mais construire une véritable institution philosophique et permettant et autorisant le dialogue philosophique. Fidélité, continuité, désir. Je veux dire qu'on a voulu vraiment créer, et ça se voit surtout avec les lycéens il y a eu un retour de la part des lycéens, parce qu'on a tout un programme avec les lycéens qui est phénoménal. Je dirais même, on a essayé de créer un engagement pour la philosophie. Donc, ce qui vient bien montrer que la rencontre, c'est aussi décider de s'engager pour la philosophie, pour l'amour de la philosophie.
En parallèle de ces colloques, des dialogues entre les lycéens de la Principauté et les philosophes invités sont organisés chaque mois afin de proposer pendant plus d'1 heure et demie un échange et une réflexion philosophique. Et pour pousser plus loin la réflexion, sachez que le second numéro du cahier des rencontres philosophiques sera disponible à partir du mois de janvier. La cérémonie de remise du prix et de la mention honorifique aura lieu quant à elle le jeudi 8 juin. Vous l'avez vu, cette année sera consacrée au corps. Le premier invité de cette saison était le philosophe académicien Jean-Luc Marion. Il s'est penché sur la question de « Qui est mon corps ?» Je vous propose de l'écouter. La question du corps est en fait une question très ambiguë, puisque sous le même nom, sous le même mot, on couvre des réalités très différentes. Il y a le corps dont est fait votre micro, et il y a le corps que vous êtes et qui tient le micro. Évidemment, ils ont en commun beaucoup moins de choses que ce qui les différencie. L'hôpital, la politique de la santé est victime de cette ambiguïté. Puisque d'une part, le corps est une chose comme les autres, qu'on traite comme un corps dont il faut rétablir les fonctions chimiquement, physiquement, mécaniquement, etc. Et d'autre part, c'est le corps d'un vivant. Et d'un humain, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on sait au moins que ça veut dire que ce n'est pas seulement un corps inanimé. Et c'est cette ambiguïté qui fait toute la question. Alors évidemment, si on considère le discours philosophique et l'histoire du discours philosophique, il est tout à fait représentatif de cette ambiguïté. Et donc le travail actuellement, c'est sinon de lever l'ambiguïté, du moins de la décrire. Ce serait déjà beaucoup. L'entrée dans l'hôpital nous transforme en un objet étendu. C'est-à-dire que notre pensée, notre souffrance, notre angoisse éventuelle, ou au contraire notre satisfaction de se dire pendant 8 jours je vais pouvoir ne penser à rien, je vais me reposer, etc. Tous ces états d'esprit, ces états d'âme, ils sont annulés. Le médecin n'en tient pas compte et nous sommes priés de les garder dans une sphère extrêmement privée de tout cela. Et nous n'allons qu'être la quasi-machine dont va s'occuper, on peut espérer avec compétence, et heureusement c'est souvent le cas, avec compétence et bienveillance, le personnel médical. À ce moment-là, nous sommes transformés en un objet étendu. Nous sommes dans une situation de dualisme cartésien. Et quand nous serons traités, nous ferons comme M. Chirac aujourd'hui, nous retournerons chez nous, et pour ce faire, nous retrouverons notre pensée, et nous serons à nouveau d'un dualisme complet. C'est notre situation. Le corps, mon corps, n'est qu'une partie des corps physiques de l'étendue qui est connue clairement distinctement en tant qu'elle est un modèle organisant des quantifications, et simplement cette partie de l'étendue, mais plus, dit Descartes, plus personnellement attribuée que les autres parties. La philosophie n'a de sens que si elle est une discussion pour clarifier les concepts, éventuellement vérifier que les questions sont des bonnes questions, et, si Dieu le veut, de temps en temps trouver des réponses. Mais ça se fait par une pratique qui, elle, ne s'apprend que par l'exercice. C'est-à-dire, le premier philosophe, en un sens, c'est Socrate. Et Socrate, c'est quelqu'un qui n'avait sans doute pas beaucoup de diplômes de philosophie, mais qui savait causer avec les gens. Et il est intéressant de voir qu'il y a un autre exemple de quelqu'un qui provoquait des mouvements de foule et des mouvements d'opinion et des retournements de position en parlant et en retournant la question des autres. C'était le Christ. Le Christ, c'est pareil. Il est très socratique, ou, comme disaient les premiers pères de l'Église, c'est Socrate qui était très christique par avance. C'est-à-dire, quelqu'un arrive, il lui pose une question, et au lieu de répondre à la question, il retourne la question. Et à la fin de l'épisode, c'est l'autre qui croyait savoir qui est complètement désarçonné. Et la philosophie, c'est un peu ça aussi. Le Printemps des Arts 2017, une conférence de presse annonçant les grandes dates de cette manifestation vient d'être organisée dans un lieu atypique, le tunnel Riva. Que peut-on dire de cette prochaine édition qui se déroulera du 17 mars au 8 avril ? Réponse avec José Sacré.
Le tunnel Riva sur le quai Antoine Ier, un endroit unique où se mêlent l'histoire, la tradition, l'innovation, l'originalité, la qualité. C'était l'endroit choisi par Marc Monet pour présenter à la presse l'édition 2017 du Printemps des Arts de Monte-Carlo, où l'on retrouvera le raffinement de la musique de la Renaissance, avec l'ensemble Dulce Mémoire et Huelga ensemble, les grands orchestres, le Philharmonique de Monte-Carlo bien sûr, mais aussi l'orchestre de la radio de Francfort et l'orchestre Les Siècles, des concerts de piano, avec notamment Jean et Flamme Bavouzet, Bruno Leonardo Gelbert, Ivo Kahanek, Jan Mikkils et un portrait Berlioz en plusieurs concerts. Cette édition 2017 du Printemps des Arts accordera également une place importante à de jeunes interprètes de talent. Je fais une collaboration avec le Conservatoire national supérieur de Paris, qui est un conservatoire de très haut niveau, évidemment, en Europe, et qui est aussi international. Donc, j'ai réussi à coordonner avec eux. Je fais des auditions, on écoute de ces jeunes talents qui sortent. Ce sont des gens qui sortent du conservatoire, c'est-à-dire qui entrent dans le métier. Donc ils sont pour la plupart absolument inconnus. Et je crois qu'on peut avoir autant de plaisir avec ces jeunes, peut-être plus, je ne sais pas, qu'avec des gens de très grande notoriété. Un événement à ne pas manquer, le retour en principauté de l'orchestre de Kinshasa. D'autant que je voulais que ce soit pas la même chose, je voulais que ce soit différent. Et nous avons réussi avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à nous unir pour ce concert où il y aura la moitié de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et l'autre partie de l'Orchestre de Kinshasa. Donc on va avoir ces deux orchestres réunis dans le même concert. Donc ça, je suis assez content de cette idée de soutenir à la fois cet orchestre, mais de faire de la musique ensemble. Et que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo joue le jeu complètement. À noter la création du Monaco Music Forum qui, à travers des musiques, des danses, des performances, des déambulations dans les différentes salles de l'auditorium, permettra au public curieux d'apprécier ce que les créateurs d'aujourd'hui font pour lui. Sans oublier bien sûr le voyage surprise, cette année un voyage surprenant. Vous pouvez aller loin en étant prêt. Donc il y aura des petites surprises comme ça de lieu. À Monaco. À Monaco. Moi, ce qui me plaît, c'est d'offrir au public quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il peut goûter avec un grand plaisir. Le cycle de conférences de la Monaco Méditerranée Foundation se poursuit avec pour invité cette fois l'ancien gouverneur de la Banque de France, Jacques de la Rosière. Il a évoqué la situation monétaire internationale. Nous l'écoutons, il était au micro de Patricia Navarro. Cette situation, elle est plutôt positive, en ce sens qu'un certain nombre de pays ont repris un chemin, modestement, mais un chemin quand même vers la croissance, que les pays émergents qui ont souffert de beaucoup de problèmes ces dernières années avec la baisse des prix des matières premières, voient un peu la situation s'améliorer pour eux. Et donc on pourrait avoir une situation d'embellie, mais d'embellie sans souffle profond. Mais derrière cette situation économique qu'on peut caractériser comme je viens de le faire, il y a la situation monétaire, celle dont vous avez parlé dès le début. Alors cette situation monétaire est, à mon avis, beaucoup moins favorable que cette modeste embellie que nous voyons sur le plan de la reprise économique. Parce qu'elle est caractérisée, la situation monétaire, par un accroissement de l'endettement, à la fois des agents économiques, privés, des ménages, des gouvernements, et cette dette publique qui est certes financée à bas prix aujourd'hui du fait de la politique monétaire de taux d'intérêt très bas, mais cette dette est là un peu comme une épée de Damoclès. Et il faudra bien un jour la résoudre, cette question-là. L'actualité en bref.
C'est officiel, le Portugais Antonio Guterres sera le prochain secrétaire général de l'ONU. L'Assemblée générale l'a formellement nommé ce jeudi 13 octobre. Il succédera dès le 1er janvier au Sud-Coréen Ban Ki-moon. L'ex-haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés et ancien Premier ministre du Portugal a été désigné pour une durée de 5 ans. Vous le voyez, la mission de Monaco à l'ONU est allée le saluer. Retour à Monaco. Donner aux jeunes le goût d'entreprendre, telle est la mission de Graines d'entrepreneurs qui s'est déroulée cette semaine au lycée Albert Ier. Des élèves de terminale ont été invités à élaborer des projets d'entreprise et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manquait pas d'idées, tout comme ce reportage de Dominique Poulain. Le proviseur du lycée Albert Ier accueille les élèves de terminale STMG, ceux qui sont intéressés par les sciences et les technologies du management et de la gestion. Ils sont réunis dans la salle polyvalente de l'établissement pour la 2e édition de Graines d'entrepreneurs, en collaboration avec l'Éducation nationale et la Jeune Chambre économique de Monaco. Graines d'entrepreneurs a pour mission de faire partager aux jeunes le goût d'innover et la joie d'entreprendre un projet. Le but de Graines d'entrepreneurs, c'est de donner aux jeunes l'envie d'entreprendre. On essaie de les accompagner avec des mentors, avec les professeurs, avec toute l'éducation nationale pour leur donner l'envie d'entreprendre au sens le plus large du terme. Ça veut dire évidemment peut-être demain créer une entreprise, mais aussi et surtout créer une association, un mouvement, un événement pour qu'ils soient un petit peu moteurs du monde de demain, qu'ils sachent fédérer les gens autour d'eux et puis créer un projet et le mener jusqu'à son bout. Dans un premier temps, un jeune entrepreneur monte sur scène pour faire partager son expérience. Il s'agit de Maxime Demoitel, le créateur de Book Vidéo, une tablette destinée aux restaurateurs qui leur permet d'afficher leur menu et des photos de leurs plats. Dans un deuxième temps, et après cette mini-conférence, les élèves forment des groupes de travail. Ils sont accompagnés d'un entrepreneur de la région qui vient du secteur de l'événementiel, de la communication, du marketing, de l'industrie ou encore de l'aide à la personne. Le but pour ces élèves de terminale est de créer une entreprise. Ils doivent aussi déterminer quels sont les partenaires potentiels, évaluer les ressources nécessaires et imaginer le marketing. C'est très intéressant parce qu'on a une autre approche. Comme on est par groupe, on a des groupes de ressources humaines, mélangés avec des mercatiques, avec des commerciaux, on peut arriver à avoir différents points de vue. Le point de vue ressources humaines, on va plus voir si ça va toucher les personnes, commerciaux pour la publicité, le marketing pareil. Ça permet de voir vraiment beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses aussi, enfin, c'est vraiment bien. Et les graines d'entrepreneurs ne manquent pas d'idées. Parmi les projets imaginés par les élèves, un skateboard électrique pour faciliter les déplacements en ville, un dressing virtuel où tous vos vêtements sont répertoriés sur une tablette pour vous aider à vous habiller le matin en fonction de vos rendez-vous. Ou encore une application mobile permettant aux personnes ne se sentant pas en sécurité d'alerter la police et d'avoir une assistance en cas de danger. Dans le monde, vous pouvez des fois rentrer le soir et avoir peur qu'il vous arrive quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à exploiter dans la sécurité? Comment est-ce qu'on pourrait sécuriser les individus? Avec une caméra ou avec autre chose? Vous n'avez pas des idées là-dessus? Qu'est-ce qui vous serait utile si un soir vous êtes amené à sortir et à voyager ailleurs et vous ne vous sentez pas en sécurité? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ils ont beaucoup d'idées, des bonnes comme des mauvaises, comme tout le monde. En revanche, il y a beaucoup de potentiel, ils sont très motivés et ambitieux. Ils veulent déjà conquérir le monde, donc c'est déjà une bonne chose. C'est quoi pour vous entreprendre? Pour moi, entreprendre, c'est se donner la possibilité de changer le monde dans lequel on vit et de ne pas se limiter à ce qui existe déjà et proposer toujours mieux aux habitants de cette planète. Découvrir le monde de l'entrepreneuriat permet de fournir à ces élèves des bases pour leur vie professionnelle, de maintenir leur motivation pour les études en donnant un sens concret aux matières, de les encourager à créer un projet et de leur apprendre à utiliser les outils pour concrétiser ce projet. Tous, bien sûr, ne deviendront pas entrepreneurs, mais tous auront acquis l'esprit d'entreprendre et la confiance en leur capacité à le faire. Une action symbolique en faveur de l'environnement, vous le savez, la distribution des sacs plastiques et la vente également sont interdites en principauté. À la place, des sacs réutilisables sont distribués dans les foyers monégasques. Le gouvernement espère ainsi changer les habitudes de consommation. Reportage. Collecter le courrier et les colis, traiter et expédier tous les objets,
C'est le travail quotidien de la Poste. Mais depuis la mi-septembre, les facteurs s'activent pour distribuer dans toutes les boîtes aux lettres des foyers de la Principauté des sacs pour la vie. Des sacs réutilisables en coton biodégradable après l'arrêt de la distribution et de la vente des sacs en plastique. La Poste franchit ainsi un nouveau cap dans sa politique respectueuse de l'environnement. Dès qu'on a été sollicité par le gouvernement, nous avons répondu favorablement. En plus, c'est dans le cadre d'une mission de développement durable. Et c'est vrai que la Poste à Monaco, avec le nombre de véhicules électriques, nous sommes toujours partants pour ces approches-là. La difficulté que l'on avait rencontrée, c'était l'enveloppe assez épaisse, avec des problèmes de distribution au niveau de la Principauté sur des boîtes aux lettres qui ne sont pas forcément adaptées pour recevoir ces volumes de plis. Mais nous avons des facteurs qui ont toujours été disponibles, qui ont toujours trouvé les solutions, en connaissant très bien leur tournée. Et à la date d'aujourd'hui, on en a distribué 21 000, il en reste 2 000. On va nous en remettre 2 000 à disposition des bureaux de poste pour les personnes qui n'en auront pas eu dans leur boîte aux lettres. Donc il n'y a aucun problème, on est toujours partant pour ce style d'opération pour le gouvernement. Ce sac pour la vie est petit et pliable, car il doit pouvoir s'inviter dans d'autres sacs et être emmené partout. Le conditionnement de ces sacs a été confié par la direction de l'environnement aux travailleurs handicapés de l'AMAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée. Nous sommes amenés à conditionner 22 000 étuis avec prospectus et ainsi qu'un sac en coton bio. Voilà, donc vous pouvez voir dans chaque atelier tous nos salariés de l'association. Ils se sentent considérés comme tout le monde. Ce sont des travailleurs, des salariés à part entière. Et le fait qu'on ait pu leur confier cette mission, je pense que ça leur tient à cœur. Depuis le 1er juin, la distribution et la vente des sacs en plastique sont interdites en Principauté. Il s'agit d'une mesure forte, mais nécessaire quand on connaît les dégâts causés par le plastique en Méditerranée. Selon une étude du Parlement européen, 450 années sont nécessaires à la décomposition d'un sac plastique en mer. Les objectifs de cette interdiction sont donc de réduire de façon significative cette masse de déchets. Et les travailleurs de l'AMAPI sont très investis dans cette tâche éco-responsable. Dans des étuis recyclés, ils y mettent le sac en coton bio, mais aussi un dépliant explicatif et une lettre du gouvernement expliquant sa démarche. C'est vraiment intéressant, ça change un peu de tout ce qu'on fait et c'est vraiment intéressant. J'aime bien le travail que je fais, je le fais volontiers et ça change un peu parce que c'est pas toujours la même chose, que d'habitude. Des fois c'est pas facile de travailler, mais des fois on rigole, on présente, mais des fois on est plus sérieux qu'on rigole. Dès que les étuis sont confectionnés, ils sont rangés dans des chariots. Avant d'être récupérés par la Poste, ces sacs proviennent d'une société française et sont fabriqués en coton biologique, cultivé de manière équitable en Inde. À partir de janvier 2017, ce sont d'autres sacs, ceux utilisés pour l'emballage des fruits et légumes, qui seront interdits. Jusqu'à dimanche, des journées sous le signe de l'alimentation biologique vous sont proposées sur le quai Antoine Ier et au Monte Carlo Beach. Découverte de ce nouvel événement dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Célébrer les aliments biologiques, leurs producteurs et la gastronomie, voici l'objectif de la RDG, la route du goût, qui met aussi à l'honneur le sport et l'écologie pendant plusieurs jours. La directrice du Monte Carlo Beach et Paolo Sarri, le chef bio étoilé qui officie dans les cuisines de l'Elsa, ont dévoilé les détails de ce premier festival biologique. La population a besoin. La population a besoin de valeurs, de base dans la vie concernant l'alimentation. Avoir un produit biologique, cela signifie qu'il a été élaboré dans l'univers bio et ça, ce sont de belles valeurs. Je crois que Monaco a un fort potentiel sur le plan écologique car ce pays peut motiver aussi d'autres États. Ce n'est pas seulement une vitrine de luxe et de glamour. Grâce au prince Albert II, Monaco est aussi désormais une vitrine de référence en matière environnementale
mental. Monaco est une formidable locomotive qui peut motiver bien d'autres pays afin que l'on se dirige tous dans la bonne direction. Sur le quai Antoine Ier, potager sur l'eau, marché bio, dégustation, show culinaire, de l'art le long du tunnel Riva. Tous ces rendez-vous vous attendent jusqu'à dimanche, mais aussi une présentation d'innovation écologique et un dîner de gala au Monte Carlo Beach. I giovani sono la forza di una nazione. Les jeunes sont une force de la nation. Ils sont une nouvelle impulsion. En même temps, ils peuvent faire les bons choix car ils ont accès, grâce aux nouvelles technologies, aux enjeux de la globalisation. Il est important qu'ils communiquent, ils vont à l'école pour être informés. Attention, je ne dis pas que les adultes, c'est une cause perdue, mais nous sommes tous d'accord, je pense, pour dire que les jeunes sont porteurs de messages. Les jeunes qui sont donc impliqués et invités à participer très largement à ce festival bio. À noter d'ailleurs la présence de membres du lycée technique et hôtelier. Les jeunes qui pourront aussi d'ailleurs participer au tournoi de tennis proposé au Monte Carlo Country Club. Un esprit sain dans un corps sain. Donner son sang est important, vous le savez. Eh bien, le 18 octobre est la journée nationale des donneurs de sang. À cette occasion, une grande collecte symbolique est organisée ce jour-là. Venez nombreux faire ce grand geste pour la vie. Le rendez-vous mardi 18 octobre de 10h à 15h à Casa di Sochi, la maison des associations de bis Promenade Honoré 2. Culture, la 8e édition de J'aime Lucarte se déroule en ce moment et jusqu'au 16 octobre. Un jury international a délivré les prix, a désigné le palmarès des 7 meilleurs artistes du moment sur le thème « Soyons fous, ne nous prenons pas au sérieux ». Comme les années précédentes, cette édition est destinée à récolter des fonds afin de financer la recherche clinique et participer à l'équipement des services hospitaliers spécialisés en cancérologie. Le Monte Carlo One Drop Extravaganza, c'est un tournoi de poker unique qui vient de débuter ce vendredi au casino de Monte Carlo. Le droit d'entrée est à 1 million d'euros. Une partie ira au profit de One Drop, une organisation qui œuvre pour améliorer les conditions d'accès à l'eau potable. Voyez ce reportage de Frédéric Elion. C'est le tournoi avec le droit d'entrée le plus élevé de l'histoire du poker, le Big One for One Drop, l'événement phare du Monte Carlo One Drop Extravaganza, rassemble 29 joueurs amateurs, tous passionnés de poker. Le tournoi est uniquement sur invitation de Guy Laliberté et a débuté ce vendredi au casino de Monte Carlo. 1 million d'euros pour le droit d'entrée, chaque joueur débute le tournoi avec un tapis de 5 millions en jetons. Parmi les inscrits, Garou, le chanteur canadien, joue au poker depuis 10 ans et forme la Team Québec avec son coach Jonathan Duhamel, champion du monde de poker. On est tellement heureux d'être dans l'esprit, d'être ici pour One Drop. Moi, en double casquette comme ambassadeur de One Drop aussi. Très bon ami de Guy. C'est quelque chose qu'on a rêvé il y a longtemps. Puis que ça se fasse et que ça se fasse ici en principauté. Donc, on est très heureux que l'événement se passe ici et très heureux que l'événement se passe bien jusqu'à maintenant. On est juste à 2 minutes du début de cette partie. Je pense que le principal, c'est d'avoir du plaisir parce que la mission est déjà remplie pour One Drop. Et après ça, on ne dira pas non à une table finale et une première ou deuxième place sans problème. L'équipe Québec devrait se battre pour l'avoir. Ça fait peut-être quoi, 1 mois environ qu'on a commencé le training, si on veut. Mais s'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que Garou n'avait absolument pas besoin de coaching. C'était un très, très bon joueur. C'était déjà un très, très bon joueur. On a peut-être raffiné un peu quelques stratégies, mais il se serait très bien débrouillé même sans coach. Mais pour moi, c'est un honneur et c'est un plaisir d'être là pour Garou et pour One Drop à Monaco. Au début, Jonathan m'a donné des leçons, mais d'une autre façon. À table avec lui, après quelques leçons, des coups durs, on finit par apprendre. Les plus grands joueurs de poker au monde, Daniel Negreanu, Bertrand Gros-Pellier alias Elki ou Antonio Esfandiari, tous sont présents pour ce tournoi à Monaco, mais pas aux tables jetons entre les mains, plutôt avec la casquette de coach. Il y a beaucoup de conseils sur la gestion de tournoi, non seulement ça, mais aussi juste le fait d'avoir un œil différent à la table. Même si quelqu'un a de l'expérience, en fait, le fait d'avoir un regard différent et une expérience différente à apporter, c'est vrai que c'est très utile parce que quand on est
vraiment impliqué dans le jeu pendant des heures, c'est difficile d'être concentré sur tous les éléments extérieurs et d'avoir un point de vue externe, ça peut vraiment apporter beaucoup. Vous prenez autant de plaisir à coacher finalement qu'à jouer, qu'à avoir les jetons en main? C'est un peu différent, mais c'est aussi une initiative très intéressante et c'est très enrichissant également. Ce tournoi, c'est aussi bien plus que du poker. Sur chaque droit d'entrée, 111 111 € sont reversés à la fondation One Drop de Guy Laliberté, fondation qui œuvre à fournir un accès durable à l'eau potable aux populations les plus pauvres. Il est temps de recevoir notre invité du week-end et on va parler audace, entre autres avec David Muser. Vous êtes un des cofondateurs du CJD Monaco. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le CJD, tout simplement? Le CJD est le Centre des jeunes dirigeants, créé en 1938 par Jean Mersch en France. Il regroupe aujourd'hui 6000 entrepreneurs sur 17 sections, principalement francophones, dont la section du CJD Monaco, où nous sommes fiers de représenter depuis 2009, avec 20 entrepreneurs, l'essence même et les valeurs et l'éthique de notre mouvement. C'est-à-dire quel est l'objectif un peu de ce CJD? Qu'est-ce que vous faites? Le Centre des jeunes dirigeants a pour vocation de remettre l'homme au centre des débats économiques et pas l'inverse. Au titre de quoi? Eh bien, nous sommes amenés à travailler sur l'environnement, nous sommes amenés à travailler sur notre rôle en tant qu'entrepreneur, pour notre rôle sociétal, notre rôle social, car seul on n'est rien. Avec nos salariés, nous sommes beaucoup pour aller plus loin. Et ensuite, le rôle économique, très important pour les entrepreneurs dans le cadre de notre investissement. Alors je l'ai dit en intro, on va parler d'audace et d'agilité également, parce que jeudi prochain, il va y avoir le 3e congrès donc CJD de Monaco, avec pour thème l'audace et l'agilité, c'est-à-dire? Bien, en fait, pourquoi ce thème? Pour la bonne et simple raison, c'est que nous vivons dans un monde de plus en plus difficile, et nous considérons que c'est un monde de plus en plus agile, donc dans lequel nous avons envie justement de faire preuve d'enthousiasme, de rebond, d'où les invités qui se composeront cette soirée. Notre volonté pour nous, c'est de donner un peu de sens à nos actions en tant qu'entrepreneurs, mais aussi en tant qu'hommes, en tant que citoyens. Audace, parce que être audacieux, c'est justement faire preuve d'empathie, c'est aussi faire preuve de remise en cause, de rebond. C'est notre rôle et notre quotidien en tant que chef d'entreprise. Agile, parce qu'on peut très bien être optimiste non raisonné, et on risque d'avoir des difficultés, mais être optimiste, agile, nous permet justement de rebondir dans les meilleures façons qu'il soit, et surtout grâce à une solidarité propre à notre mouvement. Alors ça va être, je l'ai dit, jeudi prochain, 18h, à l'hôtel Columbus. Il va y avoir 3 invités, il va y avoir Peggy Boucher, Philippe Bianchi et Jean-Philippe Camus. Peggy Boucher, on la connaît notamment parce qu'elle sait très bien ramer, je crois. Exactement, elle est même au creux de la vague, elle arrivait encore à rebondir et elle a réussi de façon exceptionnelle à être la première femme au monde à traverser l'Atlantique à la rame en 98. Après un premier échec à 110 km lié malheureusement à un environnement terrible, elle a un an après, effectivement, 8 heures d'attente, elle a réussi justement par son courage, sa persévérance et son audace et par son agilité à réussir cet événement en 98. Qu'est-ce que vont faire ces 3 invités? Chacun va intervenir pour défendre justement l'un des thèmes. L'audace en ce qui concerne, puisque Peggy osait toujours, qui est son dicton et qui est très important et qui nous touche tous les uns les autres, osez toujours, céder parfois, mais ne renoncez jamais. Celui-ci sera aussi témoigné par M. Bianchi, le papa de notre défunt Jules Bianchi, grand sportif qui a disparu, qui est un homme exceptionnel, qui par le cœur et la brillance va nous donner beaucoup d'enthousiasme malgré les difficultés. Et enfin un historien qui peut-être nous définira ce qu'était Godefroy le Hardy. Oui, donc le Moyen-Âge, on parle Exactement. du Moyen-Âge. Quel est concrètement pour vous et pour les personnes qui pourront y assister l'objectif de ce congrès? Repartir avec des clés et surtout une envie de faire autrement, regarder avec un autre œil et puis surtout se dire que tout est possible. Car ce jour, en faire en sorte que tout est possible, c'est faire et accomplir des rêves, parce que les rêves, sans rêve, il n'y a plus rien. Quelles sont les modalités pour venir? Je suis une personne intéressée, un téléspectateur intéressé. Comment est-ce que je peux m'y rendre? Est-ce qu'il faut que je réserve? Est-ce que c'est payant? C'est ouvert à tous? Comment ça se passe? C'est une plénière, c'est un congrès national qui est ouvert à tous et à toutes. Tous ceux qui sont désireux et désireuses de pouvoir apprendre justement à avoir ces clés. Faut faire preuve d'audace et pas avoir peur de venir nous parler, nous rencontrer. Et puis d'agilité, simplement en participant financièrement à cette soirée qui comprend l'intervention, la participation aussi et les discours et les échanges avec les différents intervenants et bien évidemment le repas.
Alors, est-ce que le public va être pas pris à partie, mais est-ce que le public va intervenir? Est-ce que l'on va demander justement au public, par exemple, quand est-ce qu'il a fait preuve d'audace? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce public-là? Bien justement, le vœu pieux du CJD, c'est de faire participer, d'être à l'écoute de son environnement. En l'occurrence, dans une salle où on peut avoir des intervenants de très haut niveau, c'est par le partage et l'échange qu'on pourra faire naître justement, est-ce que chacun puisse se sentir bien avec les mots ou les phrases ou les clés qui seront transmises par nos intervenants dont nous sommes très fiers. David Muser, merci. Je le rappelle, donc jeudi prochain, 18h, à l'hôtel Columbus pour ce 3e congrès avec le thème Audace et Agilité. Quant à nous, on se quitte avec la météo. Merci. Samedi, le ciel sera encore un peu incertain dans la matinée avec un léger risque d'averse. Les nuages laisseront ensuite la place à de belles éclaircies. Les températures seront assez agréables, de 17 à 21 degrés. Dimanche et lundi, la poursuite de l'amélioration avec pas mal de soleil. Il fera entre 17 et 22 degrés. Mardi, ça se gâte. Le ciel sera en grande partie nuageux. Il se peut qu'il pleuve. Les températures seront encore agréables, comptées de 17 à 20 degrés. Et enfin, mercredi et jeudi, retour au beau temps. Les températures seront stationnaires de 17 à 20 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.